Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver en ces lieux pour parler d'un concept éminemment intéressant pour le développement économique, qui sont les clusters et les rapprochements d'entreprises au sens large du terme. On va essayer de démythifier les concepts de clusters et au-delà des questions de définition et de concepts, aller très vite sur la mise en œuvre. En d'autres termes, tenter de vous outiller pour mettre en place de manière la plus efficace possible ces collaborations interentreprises sur le territoire qui à nouveau sont vecteurs d'emploi et de compétitivité dans les entreprises. Commençons peut-être par un plaidoyer, ou en tout cas tenter de vous convaincre, si vous ne l'êtes pas, sur l'intérêt du collectif. Lorsqu'on crée une entreprise, on a une volonté de développer en général un projet en solo, parce qu'on veut être maître de son destin et maître chez soi. Une question fondamentale qui peut être posée à ce niveau-là, c'est est-ce que la stratégie de croissance est vraiment compatible avec une stratégie d'indépendance ou de contrôle de pouvoir? Le naturel fait qu'on a envie d'être maître chez soi, de développer son projet et son chiffre d'affaires sans pour autant s'adjoindre les compétences de ses collègues et donc de travailler en réseau. La difficulté de ce concept, c'est qu'en général, les TPE n'ont ni les moyens financiers, ni les moyens humains, ni le temps pour véritablement être en situation d'avoir cette stratégie de croissance. Donc on observe, pour ceux qui restent isolés sur les territoires, une forme d'incompatibilité entre cette volonté de rester indépendant et la capacité véritablement à développer son chiffre d'affaires. Au-delà même de cette question de concept, le bon sens commun et l'imagerie populaire utilisent beaucoup d'expressions pour justement plaider entre guillemets pour le collectif. Le proverbe le plus connu que vous connaissez, c'est l'union fait la force. Et vous avez aussi des expressions qui démontrent toute la difficulté de jouer en collectif et la nécessité de s'inscrire dans une maturation assez précise du projet collectif. Mieux vaut être seul que mal accompagné, deux dindes ne font pas un aigle, je pourrais en citer d'autres. L'expression est intéressante, ça veut dire aussi que un certain nombre d'entreprises vont trop tard dans le collectif. Arrivées en situation financière délicate, elles pensent trouver le salut au travers de clusters ou de collaborations interentreprises. N'attendez pas de vous trouver en difficulté pour tenter justement de développer des projets intéressants en collectif. La métaphore animalière, j'y passerai assez rapidement. Vous imaginez bien l'état de nos rhinocéros qui sont en voie de disparition. Donc restez seul et vous verrez que ça risque d'être compliqué dans un avenir proche de maintenir un modèle économique pérenne pour vos entreprises. En revanche, la notion de chasser en meute, qui est souvent l'expression qu'on emploie pour les clusters, s'avère extrêmement efficace, tant pour gonfler son chiffre d'affaires, mais aussi de consolider les fonctions support ou de gagner des points de rentabilité sur justement ces fonctions support. Quand on parle de cluster, ça s'inscrit dans une démarche plus large de réseau d'entreprises. Ce que j'aimerais dans les minutes qui vont suivre, c'est vous détailler deux formes de concepts. L'un qui est le cœur du sujet, sur lequel nous aurons des témoignages extrêmement illustrants de cluster en Martinique, qui est cette terminologie de cluster. Et ce qui n'est pas très loin, qui est voisin, c'est la notion de groupement de PME ou d'alliance stratégique qu'on voit entre entreprises d'un territoire. La différence est ténue, on peut néanmoins l'illustrer au travers de différentes variables. Lorsqu'on est sur un cluster, on est sur un territoire qui est marqué, qui peut être par exemple l'échelle de la Martinique. Ça sous-tend un nombre important d'acteurs, on verra le chiffre, la taille critique pour un cluster, et ces acteurs sont d'origine et de profils divers. On imagine bien entendu une majorité d'entreprises à l'intérieur de ces ensembles, mais les opérateurs académiques, l'enseignement, la formation, la recherche sont évidemment les bienvenus. Les opérateurs d'accompagnement à l'innovation, pardonnez-moi, j'allais les oublier, sont des opérateurs clés pour le bon fonctionnement de ces dynamiques de cluster. Intéressant aussi de vraiment revenir sur la vocation et l'ambition d'un cluster. Un cluster est là pour défendre les intérêts particuliers de ses membres, mais aussi d'une certaine manière de défendre l'intérêt général, d'accompagner la structuration des filières. Et ce qui explique, au travers de cette double ambition, que les pouvoirs publics sont extrêmement friands d'accompagner ce type de dynamique. En termes d'action, rien n'est interdit. Tout est possible à l'intérieur d'un cluster. Tout ce que vous imaginez faire de manière plus efficace en collectif, dès lors que vous respectez la loi, naturellement, est tout à fait faisable dans un ensemble qu'on va qualifier de cluster. Si on prend l'autre concept que le groupement de PME ou l'alliance, on est sur des variables sur lesquelles on voit bien qu'on n'a pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Vous créez une alliance entre dirigeants d'entreprise, la territorialité est dans ces cas-là extrêmement accessoire. Vous pouvez imaginer travailler avec des entreprises de l'Hexagone, travailler avec une entreprise de Cuba, vous êtes à 3 sociétés, vous allez ensemble sur les marchés américains. La dimension territoriale est moins prégnante que celle dans un cluster. La notion de groupement sous-tend également un nombre plus limité d'entreprises. On verra ce qu'on entend par nombre limité. C'est essentiellement une dynamique privée qui caractérise les groupements, qui défend par définition des intérêts particuliers. Avec, à contrario par rapport au cluster, des actions plutôt ciblées, plutôt orientées dimension commerciale, mais il n'y a pas d'exclusive. Les alliances stratégiques de PME se fondent parfois sur d'autres
modalités ou sur d'autres fonctions. Le lien qui existe entre les deux est assez naturel. C'est que lorsqu'on intègre un cluster, un réseau d'entreprises relativement large, en se fréquentant, si ce n'est au quotidien de manière régulière, vient parfois l'idée d'intensifier encore les collaborations et de rentrer dans une logique d'alliance stratégique. Je reviens un petit instant sur cette notion de cluster qui, pardonnez-moi, c'est quand même assez abscon, donc on va essayer de le traduire de manière très concrète, ce qu'on entend par cluster. Je vous embêterai juste une petite minute sur la définition originelle. Un cluster est une concentration géographique d'entreprises liées entre elles, de fournisseurs spécialisés, de prestataires de services, de firmes et d'industries connexes, et d'institutions associées dans un domaine particulier qui s'affrontent et coopèrent. Retenez deux choses, la diversité des acteurs que l'on trouve à l'intérieur d'un cluster, et les deux termes qui sont extrêmement symboliques, s'affrontent et coopérer. Lorsqu'on est concurrent, on a tout intérêt, à un moment donné, à se retrouver dans une instance qu'on peut qualifier de cluster, pour tenter parfois de développer des collaborations, quand bien même dans notre quotidien, on va dire qu'on est des concurrents pour l'accéder au marché. De cette définition originelle, tentons de mettre des choses plus concrètes sur cette notion de cluster. Un premier point peut-être, pardonnez-moi, c'est qu'il n'y a pas de normes. Un cluster n'est pas une institution. C'est pas quelque chose qui est ancré de manière régalienne dans la configuration de l'économie française. C'est un terme générique qui qualifie des rapprochements entre acteurs relativement nombreux sur un territoire. Donc il n'y a pas de normes. En revanche, il y a des labels, c'est-à-dire que chaque territoire, chaque pays, puisque les clusters ont été développés dans quasiment maintenant tous les pays du globe, chaque pays, en fonction de son histoire, de sa culture, a défini ses propres modèles, ses propres labels en matière de clusters. Les plus connus, les plus évidents, dont vous avez sans doute entendu parler en France, ce sont les pôles de compétitivité, dont la finalité est très orientée sur la recherche et l'innovation, et les clusters au sens générique, où on peut considérer que l'ambition première est souvent tournée vers le développement commercial. Quels sont les fondamentaux? Une densité minimale d'acteurs. Cette densité minimale d'acteurs, tout dépend de la filière, tout dépend des métiers, sur lesquels parfois il faut être relativement nombreux pour créer un cluster. En d'autres cas, on peut imaginer créer un cluster à partir de 10, 30 ou 20 entreprises. La territorialité est en revanche un critère assez fort. Un cluster se crée sur une base de bassin d'emploi, de territoire relativement resserré, sur lequel justement cette proximité est très favorable pour la création de projets à valeur ajoutée au sein des entreprises du territoire et par ricochet pour la création d'emplois. Une vraie coopération entre les acteurs, c'est ce qui distingue bien finalement, parce que tout ce que je vous dis là, vous avez le sentiment qu'on a réinventé la poudre avec les clusters, c'est en gros un club d'entreprises. En revanche, ce qui distingue d'un club d'un cluster, c'est bien l'intensité des relations. C'est une dimension supplémentaire dans la collaboration que l'on a au sein d'un cluster. Sur les actions, je l'ai évoqué, il n'y a pas d'exclusive, tout est permis à l'intérieur d'un cluster. Point clé également pour le bon fonctionnement de ces entités, qui sont pour une très grande majorité d'entre elles organisées autour du statut associatif de loi 1901, il faut une structure de portage, pour souvent être le réceptacle notamment des subventions publiques qui accompagnent la création des clusters. Il a été évoqué dans les propos liminaires, en effet, la capacité, la volonté forte de la CTM d'accompagner cette dynamique de cluster sur le territoire, et puis un animateur qui sert de modérateur, de liant, d'acteur de la mise en réseau, d'ambassadeur, bref, qui à côté du président a un rôle clé en matière de développement du cluster, mais les animateurs auront le plaisir de nous parler de leur quotidien dans les tables rondes que nous aurons dans la suite de l'exposé. Pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, un petit quiz en quelque sorte, ou quelques assertions sur lesquelles le but étant de vous convaincre, s'il est encore besoin, que vous avez intérêt à travailler en collectif. Faisons le tour, par exemple, d'une chaîne de valeur classique d'entreprise. Et posons déjà des questions assez classiques. Est-ce que, en tant que TPE, en tant que PME, j'ai toutes les fonctions support, pardonnez-moi, d'être triviales, qui vont bien? Est-ce que je suis suffisamment outillé pour le développement de mon entreprise? Est-ce que j'ai les moyens, personnellement, en solo, d'investir, peut-être pas sur la R&D, le mot est un peu fort, mais en tout cas sur l'innovation? Est-ce que je suis persuadé d'acheter au meilleur prix? Alors c'est intéressant quand on discute avec un dirigeant de PME, j'en suis un, donc je plaide coupable aussi. On a toujours le sentiment d'être les meilleurs acheteurs, d'acheter les matières premières, les fournitures ou les prestations au meilleur coût. Quand on discute avec ses collègues, on s'aperçoit assez rapidement qu'on peut gagner des prix et des pourcentages intéressants sur la mutualisation des achats. Est-ce que mon outil de production est optimisé? Est-ce que je l'utilise à 80-90%, qui fait que je ne vois pas l'intérêt de collaboration et notamment de partager cet outil de production? Ai-je accès à toutes les informations marketing qui me permettent d'être opportun
et d'être innovant dans le développement de l'offre vis-à-vis de mes clients? Est-ce que je suis en situation d'aller capter des clients importants à l'extérieur avec les capacités que j'ai de TPE ou PME? En dernier lieu, et au travers de la question, vous avez la réponse, est-ce qu'il est aisé de recruter sur le territoire? Je doute que la plupart des dirigeants que nous sommes soyons en capacité de répondre de manière positive par rapport à ces questions. Si ce n'est pas le cas, il faut envisager, c'est intéressant de se poser la question, soit sur l'intégration au sein d'un cluster, soit sur le développement d'une alliance stratégique. Qu'est-ce qu'on fait au sein d'un cluster? Quelques illustrations. La fonction première, la plus évidente, qui est dans l'ADN des clusters, c'est un rôle d'entremetteur, de mise en relation des acteurs. J'ai coutume de dire que quand deux dirigeants se serrent la main, c'est 0,1 ETP ou c'est 10 000 ou 1000 euros. Des dirigeants qui ne se connaissent pas, qui se côtoient dans une réunion X ou Y, et qui apprennent à se connaître sur des métiers relativement proches ou connexes, c'est sans aucun doute des opportunités de travailler ensemble ou d'aller capter des marchés à l'extérieur. Le cluster a aussi un rôle d'ambassadeur, d'interface, pourquoi pas, vis-à-vis de la collectivité, en faisant porter la voix collective et essayant d'obtenir de la part des territoires l'environnement, l'écosystème le plus favorable possible pour le développement des activités. Et les collectivités, d'ailleurs, ils trouvent là un outil extrêmement efficace, justement pour instaurer le dialogue entre le monde public et le monde privé. Imaginez bien que lorsque vous êtes 50 entreprises, 30 entreprises dans un domaine, vous n'avez peut-être pas toutes les capacités de mener vous-même de la veille, qu'elle soit marché, technologique, réglementaire. Le cluster en tant que tel, par sa position de vigie, est en situation de vous apporter de la valeur ajoutée par de l'information qualifiée sur les marchés qui vous intéressent. Le cluster est aussi un ingénieur parfois. Il peut monter des projets. Pourquoi pas aller chercher des financements auprès de l'Europe. Dans des cas plus rares, je vous l'accorde, le cluster peut aussi mettre en place des outils de production mutualisés, ou cette notion de cluster industriel, qui servent les intérêts des entreprises et qui évitent d'investir de manière massive, individuellement, dans des outils de plus en plus onéreux, qu'on soit d'ailleurs dans les services ou dans le secteur industriel. Le cluster, et j'en terminerai peut-être par les derniers, est aussi un prestataire potentiellement. On peut l'illustrer notamment sur la capacité des clusters qu'ont dans l'Hexagone à mettre en place des programmes de formation extrêmement qualifiants, extrêmement ciblés, qui correspondent en tout point aux attentes de leurs adhérents. Le dernier n'est pas les moindres, c'est cette notion de cluster apporteur d'affaires. Avec le collectif, nous me mettons en situation d'aller capter des marchés à l'extérieur et donc d'apporter de la valeur ajoutée pour les membres. Vous voyez qu'il y a une très grande diversité de fonctions possibles à l'intérieur d'un cluster. L'objectif étant que lorsqu'on crée ce type d'initiative, il faut être au clair assez rapidement sur jusqu'où est-ce qu'on veut aller, de manière scénarisée peut-être dans le temps. Il n'y a pas l'objectif à développer l'ensemble de ces activités tout de suite, mais visualiser clairement quelle est l'ambition de la structure. Quelques facteurs clés de succès. J'espère que dans les tables rondes, vous ne viendrez pas me contredire par rapport à la vision qu'on peut avoir de ces sujets-là. J'en ai noté une petite dizaine. La taille critique, nombre minimum d'acteurs. Pourquoi ? Si vous êtes 5 ou 6, que vous avez l'ambition de créer un cluster, c'est pas toujours évident de se renouveler en termes d'action et en termes de motivation. Il y a une forme d'essoufflement qui peut s'introduire à l'intérieur d'un cluster relativement limité en termes de membres. Ça, c'est le premier point. Et puis, à la limite, si vous êtes 5 ou 6 ou 3 ou 4, ça relève plus de l'alliance stratégique, véritablement, que la notion de cluster au sens le plus pur du terme. Deuxième point, le noyau dur, les pères fondateurs. Pour rentrer dans cette dynamique collective, on s'aperçoit que au bout de 3 ou 4 ans, tout le monde frappe aux portes pour aller tirer les bénéfices de ce qui a été initié par les premiers acteurs, mais ça passe toujours par un portage fort, par 4, 5, 6 chefs d'entreprise qui ont justement cette fibre collective plus développée, qui ont envie d'œuvrer pour le territoire, de consacrer du temps à l'intérêt général, aussi pour leur intérêt particulier, et qui défrichent en quelque sorte cet aspect collectif au sein d'une filière, au sein d'un métier, au sein d'une thématique. La vision commune et les projets partagés. Le but n'est pas simplement de se rencontrer, de discuter, d'échanger, de partager les bonnes pratiques, c'est de travailler sur des projets concrets. Encore faut-il, et on verra qu'il y a en cela il y a des exemples très intéressants en Martinique, avoir une vraie vision du marché, une vraie vision de l'avenir sur lequel on construit d'ailleurs des projets, tant sur le volet commercial que sur l'organisation de nos entreprises. La conviction de la valeur ajoutée des collaborations. Au travers de cette conférence de ce matin, j'espère qu'on aura convaincu un maximum de personnes sur l'intérêt du collectif. Quand on rentre dans un cluster, il faut être vraiment dans ces logiques de collaboration. Ça veut dire aussi que le cluster, pour qu'il tienne la route, en quelque sorte, il faut qu'il se mette en situation de démontrer assez rapidement son efficacité et son impact, avec des retombées assez rapides auprès des membres qui continuent justement de payer des cotisations, qui en voient un intérêt évident
aussi bien sur le court que sur le long terme. Le comportement doit être éthique. Quand on rejoint une dynamique collective, c'est pas pour faire de l'espionnage industriel et aller récupérer le client du voisin, clairement. Donc ça veut dire qu'il faut, au travers de chartes, de codes de déontologie, fixer les règles du jeu pour que justement on se mette en situation plus ouverte, qu'il y ait moins de réticence dans la communication vis-à-vis de l'autre. Une gouvernance active et des moyens d'animation. J'ai parlé tout à l'heure d'une structure de portage qui prend très souvent la forme d'une association. Cela s'accompagne également d'un animateur qui est à la manette ou qui travaille au quotidien pour le développement de ce projet collaboratif. On peut bien entendu associer des consultants à la démarche, aussi bien dans la phase initiale que sur les moments critiques de développement du projet. Vous avez une petite flèche qui pointe vers le modèle économique. Je vais tenter une analogie un peu hasardeuse. Un cluster est une start-up. Une start-up qui n'atteint pas son modèle économique. Donc elle va lever des fonds. Alors, une start-up défend des intérêts privés, elle va lever des fonds privés. Un cluster a un intérêt de développement économique sur les territoires. Dans un premier temps, il va chercher à lever des fonds publics pour asseoir son modèle économique. Et ça veut dire qu'il faut assez rapidement qu'il démontre tout son intérêt, toute sa valeur ajoutée vis-à-vis des membres pour que ces derniers, au bout de 3, 4, 5 ans, se disent je vois un intérêt évident à poursuivre cette belle aventure et je décide de mettre davantage de financement privé dans la démarche. Vous y êtes contraint. Vous y êtes contraint malheureusement simplement pour des questions réglementaires, puisque les clusters font partie, pardonnez-moi le jargon, du régime des opérations collectives de l'Europe. Donc on est sur des modèles économiques de financement 50% public, 50% privé, pour faire simple. Comment se positionnent les acteurs publics ou parapublics par rapport au cluster? Facilitateurs, instigateurs, financeurs, mais plutôt discrets au quotidien. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'autant peut-être les pouvoirs publics, on en a l'exemple aujourd'hui, peuvent être tenter de vous inviter à rentrer dans ces démarches-là, le but étant que ce soit un projet d'entreprise. C'est vous qui définissez la stratégie. C'est vous qui choisissez les actions. Le public étant là, finalement, un peu dans une fonction d'actionnaire, et en tant qu'actionnaire, il a apporté des fonds propres au cluster pour créer de l'emploi. Quelles que soient d'ailleurs les activités que vous développez, le but étant que vous créez de l'emploi et vous répondez au desiderata du public qui fait du développement économique pour créer de l'emploi. Je reviens un petit instant sur la subtilité en quelque sorte entre la notion de club et cluster. Vous êtes peut-être partie prenante de différents clubs, aussi bien sectoriels, catégoriels, au sein de vos différentes entreprises. Quand vous êtes dans un club, vous recherchez quoi? Vous recherchez un espace de convivialité, sortir de votre quotidien, vous amuser, au bon sens du terme, avec vos collègues. Vous cherchez aussi un lieu d'information pour sortir de votre isolement. Vous aimez ces échanges d'expériences entre pairs. Vous essayez de vous dépanner les uns et les autres en termes de méthode, en termes de bonnes pratiques, pour conduire vos projets d'entreprise. C'est parfois des réseaux d'affaires entre dirigeants. J'intègre un club parce que je me dis que j'ai potentiellement, parmi mes voisins, des gens qui pourraient faire appel à mes services ou mes prestations. Enfin, les clubs se positionnent aussi, dans certains cas, comme des interlocuteurs ou interfaces vis-à-vis de la collectivité. Ces 5 ou 6 fonctions balayées, vous allez me dire, mais un cluster, c'est un club. Je vous dis oui. Si ce n'est qu'on met bien sûr un cran complémentaire dans les actions qu'on va mener. Si vous êtes sur un club, vous avez besoin d'un budget extrêmement limité pour simplement assurer votre logistique de vie à l'année. Quand vous êtes un cluster, vous engagez des actions structurantes qui justifient un soutien public important parce que derrière, il y a de la compétitivité et il y a de l'emploi. Voilà pour ce petit passage sur la notion de cluster. J'aimerais peut-être élargir un peu le débat et vous verrez qu'il y a des sujets intéressants qui sont aussi exploitables à l'échelle d'un cluster sur la notion peut-être d'alliance stratégique. Pourquoi faire des alliances stratégiques entre PME? Il y a un hiatus, ou en tout cas une difficulté qu'il faut arriver à résoudre, c'est que le consommateur que nous sommes, que nous soyons grand public, que nous soyons professionnels, que nous soyons acteurs publics, sommes à la recherche d'offres de plus en plus complètes, d'usage, qui nécessitent d'agréger des offres et des compétences au niveau des PME pour être en situation justement d'offrir ces offres complètes vis-à-vis du consommateur. Quand on est TPE, on n'a peut-être pas la capacité justement d'étoffer son offre parce qu'on n'a pas des moyens d'investissement illimités. D'où l'intérêt de ces alliances stratégiques. À quoi ça sert? Captation de marché. C'est de la consolidation de parts de marché. C'est potentiellement aller gagner des marchés à l'extérieur. C'est aussi un levier extrêmement intéressant pour une présence à l'international. Ça permet, puisque c'était mon propos de départ, de développer des offres complètes dont les consommateurs que nous sommes extrêmement friands. C'est aussi une meilleure visibilité et détection d'opportunités.
Donc là, on voit que c'est le côté business, la partie haute de votre compte de résultat qui est la ligne chiffre d'affaires. Essayons maintenant d'intervenir sur les soldes intermédiaires de gestion, c'est-à-dire descendre dans les fonctions support et voir en quoi les alliances stratégiques ou les clusters permettent de gonfler, ou en tout cas d'augmenter votre rentabilité. Vous êtes en situation d'avoir des économies d'échelle importantes sur des fonctions support par l'effet de taille. Les achats sont symboliques, on pourrait trouver d'autres exemples. C'est aussi une manière d'accéder à de nouvelles ressources, équipements, ressources humaines, qui ne vous seraient pas possibles d'obtenir seul, soit parce que le territoire n'a pas envie de vous mettre un équipement pour votre seul intérêt, ou parce que vous n'avez pas les moyens d'investissement qui permettent de se positionner sur le produit. Et enfin, c'est un sujet que j'ai pas beaucoup évoqué dans les minutes qui viennent de s'écouler, c'est qu'à plusieurs cerveaux, on est bien plus inventif, on développe de l'innovation et donc on développe de la valeur ajoutée sur les marchés. Vous mettez des chefs d'entreprise autour de la table pendant 2 heures, vous leur suggérez de ne pas sortir avant de sortir une idée intéressante en termes d'innovation. Vous verrez, c'est fantastique. Il y a 4, 5, 6 idées qui fusent dès lors que l'animateur a un minimum de talent pour faire ce travail de séance de créativité. Dernier point qui est intéressant, peut-être quand vous intégrez une alliance stratégique ou que vous rentrez dans une logique de cluster, c'est qu'il y a des bénéfices collatéraux. C'est notamment des terrains pour peut-être des fusions-acquisitions, le mot est un peu fort. Hein. Allez, parlons déjà de reprise-transmission. Beaucoup de transmissions s'organisent à l'intérieur de clusters quand à un moment donné, le dirigeant voulant passer la main se dit j'ai dans mon voisinage proche des gens auxquels je fais confiance, qui partagent les mêmes valeurs, qui ont la même vision de l'entrepreneuriat, et c'est bien plus simple de transférer mon entreprise à un partenaire que je côtoie depuis 5 ou 6 ans au sein d'une dynamique de cluster. C'est aussi une instance de lobbying, dans le bon sens du terme, j'entends, vis-à-vis des pouvoirs publics, pour faire porter la voix d'un collectif et obtenir les équipements, l'écosystème intéressant. Et enfin, échange d'expérience. Un groupement ou une alliance, essayons peut-être de la caractériser sur 3 dimensions. Il y a déjà la question du nombre ou du profil d'entreprise. On va dire qu'un groupement ou une alliance, c'est supérieur à 2, supérieur ou égal à 2 et inférieur à 10. Je connais peu, honnêtement, d'alliances stratégiques de PME qui arrivent à travailler de manière efficace. Au-delà de 3 ou 4, ça devient assez complexe à mettre en œuvre au quotidien. Les finalités de rapprochement, comme je le disais, il n'y a pas de limite possible. Dans le pourquoi du comment, vous décidez de rentrer dans un projet collectif ou dans une alliance stratégique. Ce qui est aussi caractéristique, c'est l'intensité des liens qu'on y développe, en termes de durée, en termes de formalisme juridique, et l'importance de la quote-part de son activité qu'on décide de mettre à l'intérieur de l'alliance. Plusieurs formats, horizontaux ou verticaux. Alors ça c'est pas très clair, horizontaux ou verticaux, on va essayer de donner un exemple. Faut que je le trouve. On va essayer de le trouver en l'illustrant sur le territoire de la Martinique. L'objectif est peut-être de fournir un offre ou un système complet. Si on prend la filière bois, c'est imaginer par exemple l'amont qui se met d'accord avec des scieries, qui se met d'accord avec des ébénistes pour offrir, je ne sais pas, un produit différenciant avec la garantie de fournir des essences intéressantes pour du mobilier ou pour d'autres usages du bois, avec la capacité à solidariser complètement les opérateurs dans la filière. Si on reste sur le secteur du bois par exemple, une autre forme d'alliance, c'est que 3-4 ébénistes se mettent ensemble pour servir un marché un peu important, qui peut être notamment d'équiper un hôtel sur du mobilier relativement haut de gamme. Donc on voit que les alliances peuvent se situer ou s'organiser sur des aspects verticaux, sur des aspects horizontaux. Autre manière d'envisager, aussi bien d'ailleurs les alliances que des clusters, c'est soit des logiques offensives ou défensives. J'aurais tendance à dire c'est pas la situation, la configuration la plus sympathique, mais on y est parfois forcé. C'est qu'on a, dans des secteurs d'activité, notamment dans l'Hexagone, un grand donneur d'ordre qui tape du poing sur la table en disant « Dorénavant, je veux en face de moi des opérateurs structurés, solidarisés, qui sont capables de me fournir un service plus abouti, tant sur l'offre complète que sur la qualité, la R&D, etc. » Sur la nature et sur la finalité, on a des alliances qui portent plus sur les fonctions support, d'autres qui relèvent de la notion ou de l'ambition de captation de marché. Essayons peut-être de l'illustrer en dénombrement. Prenez avec précaution les chiffres qui vous sont cités, hein, ce n'est que des approximations. Vous avez peut-être grossièrement 15% des alliances qui s'organisent sur des dimensions recherche, développement, innovation. C'est la part la plus congrue du développement des alliances. Aux alentours de 30% d'alliances se fondent justement sur l'optimisation des fonctions support, achats, ressources humaines, outils de production, où on voit un intérêt assez évident pour gagner des points de compétitivité à travailler en collaboratif. L'essentiel des alliances reste porté sur la dimension commerciale, sur la difficulté qu'on aurait en solo d'aller à l'international, de capter des marchés importants
et on y voit un intérêt fort à se rapprocher. Il n'y a pas de secteur qui ne serait pas propice au développement d'alliances. A contrario, on observe que les secteurs sont plus aisés, ou en tout cas, il y a davantage d'alliances qui émergent dans ces domaines d'activité ou ces thématiques. Tout ce qui est équipement de transport, aéronautique, ferroviaire, automobile. Je passe assez vite dessus parce que j'ai pas le sentiment que ce soit des secteurs d'activité extrêmement développés en Martinique. Là, on est dans le cas de figure où c'est en effet un grand donneur d'ordre qui souhaite organiser sa filière et qui prône le rapprochement entre les TPE. Le secteur du bâtiment, de la construction, fonctionne déjà d'ailleurs sous forme de réseau ou d'alliance stratégique. Faut-il aller plus loin en créant un cluster bâtiment? Voilà. Ça sera des sujets qui seraient intéressants d'examiner à moyen terme sur le territoire de la Martinique. Et puis enfin, des secteurs d'activité dont le collaboratif est quasiment dans les gènes des dirigeants. Alors je ne veux pas faire de la segmentation hasardeuse d'un dirigeant du numérique par rapport à un dirigeant d'autre entreprise. On observe cependant que sur des nouvelles générations, dans des modalités un peu start-up qu'on a dans le numérique ou les biotech, cette notion de collaboration est plus ancrée dans les gènes qu'on l'a que dans certains secteurs appelés, plus historiques. Pourquoi? Parce que c'est des modèles, entre guillemets, d'entrepreneuriat sur lesquels on dit externaliser un maximum de choses pour vous concentrer sur votre cœur de business. Votre cœur de business étant de faire de l'innovation, de servir le client et de conserver simplement quelques maillons stratégiques dans votre processus. Donc ces entrepreneurs ayant ces logiques-là en tête se tournent assez rapidement et assez naturellement vers ces alliances stratégiques ou vers ces clusters. Enfin, l'export au sens très long. Quand on est en monde insulaire, on va le considérer comme le plus basique du terme, c'est-à-dire aller capter des marchés au-delà des 400 000 habitants qui représentent la Martinique. J'espère que je ne me trompe pas sur le nombre. L'approximation, je ne dois pas en être très loin néanmoins. Quand on va capter des marchés, on voit bien que même si on est concurrent, c'est pas très grave. Pour aller capter les marchés à l'extérieur, on est bien content et ça pose aucune difficulté à aller travailler ensemble. Quelques points de méthode. Ces points de méthode étant décrits pour une alliance stratégique, mais je pense qu'on pourrait totalement les appliquer sur la création d'un cluster. Vous avez deux possibilités. La première, une approche un peu rationnelle, théorique, qui consiste, à faire le diagnostic de mon entreprise. Ayant fait le diagnostic de mon entreprise, j'ai identifié les sujets, les thématiques sur lesquels, en solo, je me considère comme un peu en difficulté. Et donc, j'identifie un champ de coopération. Ça, c'est la deuxième phase. Ce champ de coopération étant défini, je vais aller chercher le bon partenaire. Donc, je vais aller faire de la chasse du partenaire qui correspond aux caractéristiques que je recherche. Je monte ensemble un plan d'action. Et enfin, parce que souvent c'est la question qu'on met en préambule qui n'a pas de sens à être traitée au déparrage, je traite des aspects juridiques et contractuels. Les aspects juridiques et contractuels n'étant qu'une traduction législative d'une ambition, d'un plan d'action et d'une volonté de collaborer. La théorie c'est bien, le risque c'est que pris par le quotidien, ça se traduise par on démarre en 2025. Il y a possibilité, je vous l'accorde, à prendre quelques raccourcis. Les raccourcis, c'est l'approche purement opportuniste où on fonctionne à l'intuition. J'ai une idée, j'ai une envie, elle n'est pas très étayée, mais en tout cas je sens que sur tel ou tel sujet, je suis en difficulté et j'ai besoin de m'adosser à un partenaire. Comme par hasard, le lendemain, je rencontre un partenaire potentiel. Je me dis, il est sympathique, agréable, il a l'air sain en termes d'entrepreneuriat, il respecte un code déontologique, on dit super, on va travailler ensemble et on fonce. Ça fonctionne beaucoup comme ça, je vous avouerai que ça mène souvent à l'échec. C'est un peu la devise « t'inquiète, ça va bien se passer ». Dans les faits, non. C'est-à-dire quand on rentre dans une alliance stratégique, c'est, on va dire, un mariage, mais comme on n'est pas dans l'affectif, on est sur de l'économie, le mariage, il faut y mettre un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'il faut bien réfléchir sur la projection de l'alliance, sur les conditions d'entrée et de sortie des membres, et quand je dis d'entrée, de sortie surtout, c'est-à-dire que l'alliance est un CDD qu'on a à plusieurs sur un projet collectif, il faut prévoir de quelle manière on va pouvoir sortir de ce type de démarche. Donc, pardonnez-moi, je reviens juste un instant. L'idéal, c'est peut-être de mixer un peu les deux. Suivez un schéma méthodologique à peu près cohérent, réaliste. Vous avez le droit de prendre quelques raccourcis pour aller plus vite dans la mise en place de votre projet. Le bon partenaire, deux caractéristiques. Un partage de culture, un partage de valeurs. Évidemment, un partage de culture d'un côté et un partage de projet. Si on ne partage pas les mêmes valeurs et qu'on ne partage pas le même projet, il n'y a pas débat naturellement. Le bon partenaire est bien celui sur lequel on considère qu'on a la même vision de l'entrepreneuriat et que le partenaire considéré a des caractéristiques cohérentes par rapport à mon projet.
Ces caractéristiques cohérentes se situent au niveau de 3 dimensions. Le profil d'entreprise, c'est quand même plus simple d'avoir des profils équilibrés à l'intérieur d'une alliance. Les produits, c'est-à-dire la complémentarité des sujets que nous allons traiter. Je regarde ma montre, pardonnez-moi, pour ne pas déborder sur le timing de la journée. Et puis une vraie vision du projet ou du marché. Quand on parle d'alliance commerciale, juste un petit point de méthode qui est important, c'est toujours raisonner sur les 3 dimensions lorsque je cherche à capter des marchés en commun, bien s'accorder sur la dimension territoriale, en d'autres termes, mon alliance stratégique, elle est valable et elle vise quel marché, a contrario sur quel marché je considère que je fonctionne de manière exclusive ou en solo, quel type d'offre je vais mettre dans le panier de cette alliance stratégique, et enfin sur quel marché, quel type de clientèle définit le périmètre de l'alliance. Quelques facteurs clés de succès: avoir du fonds de roulement pour développer ce projet d'alliance, ça c'est très important, une implication réelle des entreprises sur le terrain, et puis mettre en place assez rapidement des modalités d'échange d'informations, une gouvernance adaptée qui permet de conserver la confiance initiale entre les partenaires du projet. Les limites, c'est parfois, entre guillemets, c'est l'enfant qui tue les parents, pardonnez-moi. C'est que l'alliance prend tellement d'ampleur que finalement il y a peu de business ou peu d'activités qui restent dans les entreprises au sens individuel du terme, et donc ça peut amener à des rachats à l'intérieur du projet. Donc c'est la notion de fragilisation des maisons mères qui perdent une partie de la substance parce qu'une grosse partie finalement de l'activité se trouve transférée dans le cœur de l'alliance. Et puis le verrouillage, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte que si un partenaire qui dans l'alliance a, comment dirais-je, un positionnement stratégique sur une brique métier, s'il disparaît, s'il a envie de sortir, comment est-ce qu'on continue cette dynamique? Est-ce qu'on a une alternative? Est-ce qu'on a un plan B en matière d'entreprise? Pour conclure peut-être, sur la vie d'un groupement, et vous verrez qu'il y a quand même des aspects qui sont évidemment valables pour les clusters. Il y a quelques étapes clés à bien gérer. Sur ces étapes clés de vie d'un cluster, vous vous inquiétez pas, on va en parler pendant toute la matinée, et vous aurez des illustrations et des interventions extrêmement intéressantes des clusters et des animateurs. Je reviendrai peut-être sur quelques points. C'est déjà la preuve du concept. C'est passer de la théorie à la pratique. Est-ce que finalement mes camarades, avec lesquels j'ai décidé de partir pour un long voyage, ou un court voyage, petite digression, un cluster, c'est un CDD. On met en place un CDD de longue durée. On met en place un cluster parce qu'on a un projet, parce qu'on a ambition, parce qu'il est structurant. Le projet arrivant à terme, parfois, il n'y a peut-être pas de nécessité à maintenir certains clusters qui se sont fondés, qui se sont créés pour un projet unique. C'est plutôt rare, mais admettons, en tout cas, admettons qu'un cluster soit plutôt une logique de CDD. Donc, est-ce que mes camarades vont se comporter comme prévu? Est-ce que le marché va répondre aussi de manière positive par rapport à ce projet d'alliance ou ce rapprochement? Quand vous créez un cluster, bien souvent, vous déséquilibrez un petit peu le marché. Quand je dis déséquilibrer le marché, c'est vous renforcer votre avantage concurrentiel, potentiellement, il ne faut pas se le cacher, au détriment de l'aval ou de l'amont. Donc comment est-ce que globalement la filière va bien intégrer l'apparition de ce cluster sur le marché? Et puis, est-ce que les synergies vont finalement être aussi importantes qu'on l'imaginait au départ? Vous avez fait votre business plan, vous avez fait votre plan d'action, vous imaginez monts et merveilles du cluster, est-ce que ça se traduit dans le quotidien? Le changement de braquet, recrutement du premier salarié. Un cluster peut être incubé par les pouvoirs publics qui vont vous accompagner les premiers temps dans la démarche pour vous accorder un soutien logistique. Quand vous décidez de vivre de vos propres ailes, il y a quand même une rupture assez forte dans la capacité à financer, entre guillemets, cette autonomie. Des mouvements, le changement de statut juridique et puis la gestion des premiers conflits. Évidemment, il y aura des sujets dans un cluster ou d'une alliance sur lesquels on ne sera pas d'accord au départ. Est-ce qu'on a mis en place, avant cela, une gouvernance efficace qui permet justement d'anticiper ces difficultés et de les résoudre de manière efficace à l'intérieur du cluster? Quelques outils ou précautions à mettre en place. Ça, je vous fais des retours d'expérience qui sont assez étonnants. C'est le passage en fait d'une pratique, d'une culture qui a été ancrée de concurrence à une culture de collaboration. Alors, ce qui était assez étonnant de voir dans des clusters ou des alliances, c'est des dirigeants qui discutaient depuis 2-3 ans sur justement des rapprochements, mais qui n'avaient pas suffisamment communiqué en interne auprès des directeurs commerciaux ou auprès de leurs commerciaux, qui eux étaient encore dans un affrontement total, sans avoir conscience qu'il y avait des accords qui avaient été passés au plus haut niveau des PDG des entreprises. Ça peut vous paraître drôle comme ça, mais il y a nécessité dans les clusters à diffuser largement cette philosophie collective sur l'ensemble des salariés pour que les gens basculent en termes de mentalité
L'entreprise voisine, c'est pas mon concurrent, c'est celui qui va m'aider à être plus compétitif par des économies d'échelle et par la captation de marché. Les processus de transmission d'informations doivent être extrêmement régulés et convenus au départ. Prenons l'exemple d'un cluster qui veut travailler sur la dimension commerciale, qui se met en situation de capter des marchés, de capter des consultations ou d'avoir des coups de fil entrants de consommateurs. Comment est-ce qu'on gère ces coups de fil entrants? Quelles sont les règles de ventilation, entre guillemets, entre les partenaires du cluster? Comment est-ce qu'on est sûr que le président du cluster n'est pas en train de capter toute la valeur ajoutée? Voilà, à nouveau, c'est du vécu, donc il faut mettre en place les dispositifs qui rassurent l'ensemble des adhérents qu'il y a bien un comportement déontologique à l'intérieur du cluster. Et j'aurais tendance à dire, là, c'est tout le travers et tout le quotidien d'une association, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous êtes membre d'association à titre personnel, il y a la gouvernance, il y a les gens les plus actifs qui donnent leur corps et leur âme au fonctionnement de l'association, puis derrière, il y en a qui disent, mais qu'est-ce qu'ils font, ils pourraient faire plus, j'en bénéficie pas suffisamment. On a les mêmes travers, entre guillemets, ou les mêmes réflexes quand on est dans une association de type cluster. Planification des actions, coordination des initiatives, bien sûr, c'est un vrai projet d'entreprise en quelque sorte. Un système de pilotage et suivi des actions, ça relève, comme je le disais, d'un projet entrepreneurial. Un cluster est une entreprise en quelque sorte. Et puis des modalités d'arbitrage. Voilà ce que je voulais vous évoquer sans avoir, j'espère, été trop long, sur le pourquoi du comment des alliances ou des clusters et comment essayer d'éviter quelque chose trappe dans la mise en place de ces projets.